Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie. L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture. C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles. L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement. Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie. Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute! Bonjour Ronan. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Merci. Et merci d'être la première personne qu'on va interviewer dans notre nouvelle série d'épisodes sur Cambium. Est-ce que tu peux nous décrire où on est aujourd'hui et à quoi ressemble cette ferme qu'on a visitée avec toi ce matin? Alors où on est, donc on est en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, centre-Bretagne, au milieu de rien mais proche de tout. Donc on a la mer, on est vraiment à mi-distance entre l'Atlantique et la Manche. On est sur une ferme familiale issue du port industriel. Et puis petit à petit elle a muté pour faire de l'extensif en porc, en volaille, en huile. Et donc on est installé à deux pour le moment sur la ferme avec Dimitri, donc mon beau-frère, qui s'occupe de l'élevage, et puis moi à côté sur l'huile et les cultures. Donc la ferme elle est organisée en deux actuellement, on est en structure individuelle et donc les projets on les construit à deux ou plus quand ça touche comme la chaudière bois énergie, là c'est le village. Mais sur la structure de la ferme on est à deux à imaginer tout et à faire les choix de la ferme. On est installé individuellement sous le nom La Ferme du Bignat, mais c'est bien deux structures différentes. Ce qui permet aussi à d'autres de pouvoir venir s'installer, s'essayer à la ferme. On le souhaite continuer comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus facile administrativement, mais nous on trouve un confort d'autonomie aussi individuel. On fait du collectif individuel et ça nous va bien de fonctionner. Et puis on risque d'installer quelqu'un en bovin lait à partir du printemps prochain. Ça nous conforte dans l'idée que ça peut être aussi un modèle de ferme en se disant on raisonne collectif individuellement où chacun a ses contraintes, ses avantages et ses moyens d'investissement individuel. Et après sur les idées de manière générale, c'est pareil, on réfléchit ensemble, on les met en action ensemble au maximum et on est aidé par des gens autour de nous, d'autres branches de métier, d'autres compétences qui viennent nous apporter leurs idées et leur savoir. En aucun cas on est capable à une personne de faire ce qu'on a fait. Il nous faut forcément des spécialistes entre guillemets à un moment donné. On a essayé avec Dimitri et mon père avant, mais on a essayé de faire des choses simples et logiques. En du recul, plus on s'aperçoit qu'on a surtout rien inventé. On reproduit avec des nouvelles techniques, ce qui était logique avant. On a perdu un petit peu cet effet de logique, mais je vois l'agroforesterie, alors la parcelle où on était tout à l'heure, là en intraparcellaire, sur le dernier géoportail 1970 où il y a une photo, je crois il y a 14 parcelles dans celle-ci, et avec les alignements d'arbres là, avec l'agroforesterie on est à 11 parcelles. On ne le savait pas, c'est une coïncidence, mais on revient à une logique. C'est logique d'avoir des arbres, de travailler autour des arbres, avec les arbres. C'est logique qu'on consomme du bois sur place pour se chauffer. C'est simple. Par contre, il y a des nouvelles technologies qui viennent nous aider à en tirer bon escient et puis à moins se fatiguer aussi. On a du matériel où on se fait aider avec des entrepreneurs qui ont du matériel adéquat parce qu'on n'a pas envie de s'éreinter non plus, que ça devienne super contraignant. C'est des choses logiques avec des techniques d'aujourd'hui. Avant de vraiment rentrer dans le détail de l'agroforesterie, j'aimerais que tu nous décrives le paysage qui est autour de nous. On a eu la chance de pouvoir voir ça de nos propres yeux ce matin, mais c'est vrai que c'est important de comprendre. Alors nous, on est situé donc sur le point culminant des Côtes d'Armor, tout proche. On a le mont Belair qui est juste à côté, qui fait 300 et quelques mètres. On est sur un territoire qui est vallonné, qui est bocagé. Il y a de la haie existante, de la haie récente d'une 20aine d'années, parce qu'il y a eu une association Terre et Bocage qui a œuvré dans cette dynamique, avec des agriculteurs qui ont suivi cette dynamique aussi, ou qui ont été moteurs. On a Braise Bocage qui continue, comme Terre et Bocage, à créer des haies neuves.
Et puis, on a essayé de faire de l'agroforesterie intraparcellaire sous différentes formes, de façon à réintroduire l'arbre dans les champs et dans notre modèle de culture de ferme classique maintenant. Tu peux nous décrire un petit peu les différents types de plantations que vous avez fait? Donc sur les nouvelles plantations, sur la partie agroforesterie intraparcellaire, quand on a monté ce projet-là avec Dimitri, on a voulu faire 3 ateliers. On a voulu faire une partie verger où il y avait la volaille, les parcours volailles sont implantés dessus. On a voulu faire une partie bois d'œuvre, parce qu'on a une chaudière bois énergie et parce qu'on paille les animaux avec les plaquettes de bois. Et on a voulu faire une partie plutôt bosquet avec des fruits à coque où les cochons pourront aller, les prochaines années, on pourra peut-être les lâcher dedans, avoir des compléments alimentaires, châtaignes, noix. Et puisqu'on fait de l'huile, on s'est dit peut-être que demain, on pourra faire de l'huile de noix ou de noisettes de la ferme du Vignoble. Pour finir un petit peu ce tour de la ferme, tu peux nous dire un petit peu l'assolement, quel type de culture principalement vous faites et comment c'est réparti sur la superficie de la ferme? Donc nous, on a 40 et quelques hectares avec Dimitri. C'est une vingtaine d'hectares cultivables, donc en céréales. Et le reste, c'est de la prairie. Donc on essaye de faire des mélanges principalement céréaliers et essayer de faire une rotation la plus longue possible. On est en bio, donc ça nous impose d'avoir une rotation la plus longue possible. Et donc voilà, on imagine notre ferme avec plusieurs céréales et des diversités. Avec aussi, puisqu'on fait de la vente directe, avec de la valeur ajoutée sur certains types de plantes, type le chanvre ou le lin, qu'on peut transformer directement à la ferme. Tu as mentionné tout à l'heure une chaudière collective. Tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement, un petit peu sur tout le processus de la collecte du bois jusqu'à la chaudière? Donc on a une chaudière bois énergie, donc mes parents avaient mis ça en place déjà il y a 24 ans. Donc nous, on n'a fait que rénover, ça nous a donné aussi envie et ça continue de nous donner envie de planter parce qu'on a un intérêt. On en bénéficie directement. Donc nous, on émonte les haies existantes. On est à 3 en général, on fonctionne à 3. Il y en a un sur le tracteur, un dans la fourche du tracteur avec la tronçonneuse et un autre qui range un petit peu les branches au pied. On fait venir un prestataire qui vient nous broyer les branches, qui a l'outil adapté, le savoir-faire, la technique de conduite. Le broyeur vient au jour J broyer, on vient stocker ça dans un hangar. Le bois sèche lui-même, un peu de par lui-même. Et donc on a une partie du bois qui va sur le paillage des animaux, porcs et volailles. C'était dans l'idée d'éviter d'exporter du carbone du champ, puisqu'on est très pauvre en matière organique du fait de notre système extensif. On laisse les pailles sur le champ à la récolte. Et après, la deuxième partie, elle vient sur la chaudière bois, chauffer donc le village. Il y a 7 habitations dessus, ça fait à peu près 10 logements. On part du point central où est située la chaudière. Et après, on a des tuyaux qui partent dans chaque maison alimenter le réseau d'eau chaude. C'est automatique, c'est comme en ville, dans un système collectif, personne ne voit la chaudière. Nous, c'est pareil, on n'a pas de chaudière. En visuel, on a une chaudière collective où on fait l'entretien collectivement et ça fonctionne plutôt pas mal. Est-ce que tu as des données chiffrées un peu pour nous donner une idée de quel linéaire représente quel volume de bois et aussi en temps de travail? Là, typiquement, on a fait l'année dernière une haie qui a une vingtaine d'années de feuillus. Il y avait 650 mètres de linéaire. On a été l'équivalent de 3 jours à 3 personnes. On a fait un volume de bois de 210 mètres cubes et ça nous a fait plus de l'année en volume de bois, d'énergie. Après, ça dépend de la température extérieure. Il y a quand même plein de facteurs qui font que ça reste grosso modo, des chiffres grosso modo. Ouais. Mais en tout cas, ce qui transparaît, et surtout dans ce contexte actuel où on voit une flambée de l'énergie, c'est que même en prenant en compte le temps de travail, le paiement du prestataire et les investissements propres à la chaudière, vous êtes quand même gagnant économiquement. Alors économiquement, il y a eu un ratio de fait l'année dernière ou en début d'année là, et c'était l'équivalent nous à 17 centimes. Si on ramenait au litre de fuel, c'était l'équivalent de 17 centimes le litre de fuel. L'aspect économique, purement économique. Et après, il y a l'aspect aussi conviction, où dans le contexte actuel climatique et puis économique, on sent que l'intérêt de l'arbre, il est démontré de plus en plus.
Et ça nous permet d'avoir l'envie de continuer de planter, d'entretenir, de se projeter aussi dans les futures années et se dire comment est-ce qu'on peut planter davantage pour en avoir les bénéfices aussi égoïstement sur un territoire, ou sur un territoire ou bien sur notre village tout court. Et c'est vraiment aussi un levier d'autonomie, non seulement pour la ferme, mais pour le petit hameau de maison qui est autour. C'est très puissant au final. Oui, ça nous permet d'être autonome en chauffage, quoi, et c'est pas négligeable en ce moment. On s'aperçoit que l'énergie, elle peut être disponible sur place, à petite échelle, et nous, ça nous motive sur l'énergie, enfin sur l'électricité, sur le chauffage, on peut imaginer sur l'eau. L'autonomie nous apporte plein de pistes de réflexion qui sont facilement mobilisables et faisables sur un village comme nous, quoi. Et au fur et à mesure que vous allez obtenir de plus en plus de biomasse, puisque vous avez encore ajouté des arbres que vous êtes venus planter en plus de l'existant, est-ce que tu vois qu'il y aurait d'autres projets de chaudières qui pourraient se créer? Est-ce que c'est alimenter la filière énergie? Comment tu vois un petit peu l'utilisation de... On a la chance d'être sur un territoire, le Mené, qui est autonome en énergie. Il y a eu beaucoup de travail de fait dessus, de par la commune, de par les élus, de par les citoyens qui étaient mobilisés et moteurs. Je pense qu'on peut dupliquer, nous, notre modèle à l'échelle d'un territoire, sur des petites chaudières, sur des petits volumes. Et l'intérêt, moi, de ce que je vois, c'est de faire des projets de taille humaine, de taille de territoire, à échelle de territoire, et de valoriser l'arbre du territoire sur le territoire, et pas l'exporter, quoi. On a matière à faire et à imaginer. L'énergie, c'est une partie de l'histoire, mais on parle aussi de litière pour les animaux. Est-ce que tu es satisfait des résultats que vous avez obtenus en remplaçant la paille par de la plaquette? On est totalement convaincus. Et je crois que c'est encore plus flagrant sur la volaille, où on gaspille très peu de litière. Il n'y a pas de matelassage de fait, ce qu'on peut faire sur la paille. Il y a un confort pour l'agriculteur, hein. Il y a un confort facile, ça ne fait pas de poussière. Après, on est sur des petits volumes, on est sur des bâtiments mobiles. Donc c'est très aéré, donc il n'y a pas de poussière. Ça absorbe l'eau autour des abreuvoirs. Et puis ce que je disais tout à l'heure, mais au niveau agronomique sur les champs cultivés, on n'exporte pas de paille, on a moins de frais de roue de balleur, on a moins de mouvements sur la ferme. Donc non, on s'y retrouve, et moi je ne reviendrai jamais à la paille sur les animaux, c'est clair. Enfin jamais, bon, faut pas dire jamais, mais tant qu'on peut comme ça, on fera en tout cas. Ouais. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui se développe aussi dans les exploitations ou les fermes du territoire? Il pourrait y avoir une demande autour de la plaquette qui pourrait être un débouché pour la filière de l'entretien des bocages, quoi? Il pourrait. Ouais. Il pourrait. Alors il y a quelques fermes qui le font, à plaquette bois. S'ils ont la plaquette bois, s'il faut acheter en fait, il faut tout acheter. Et là, on n'est plus en autonomie, ça revient à cher. De l'instant où il y a de l'autonomie, voilà, c'est possible, et c'est judicieux et intéressant, même au niveau compost, dans une fumière, que ce soit du bois ou de la paille, ça se fait très bien. Et on ne l'a pas du tout comme une contrainte ou comme un changement de pratique, et simplement. Et dans le compostage du fumier, du coup, tu t'es satisfait de ces résultats-là aussi? Oui, alors moi, on ne l'a pas mesuré, on ne l'a pas quantifié. Ce qu'on a fait, c'est comme l'agroforesterie intraparcellaire. Quand on s'est mis à le faire, on n'avait pas envie que ce soit une contrainte, qu'on se mette des bâtons dans les roues. On l'intégrait vraiment dans notre façon de faire. Le projet, il a été construit avec les multiples de 3, parce que les semoirs sont multiples de 3. Donc, si je reviens sur la fumière, on a des fumières qui étaient adaptées, on n'a pas changé les fumières, on a les mêmes godets, on n'a rien changé. C'est juste la matière première qui a changé, mais on ne voulait pas révolutionner la chose. On n'avait pas envie de passer de temps avec ça, c'était aussi un peu du confort simplement qu'on souhaitait. Et pour finir sur le sujet des plaquettes, en termes de taille, vous avez réussi à trouver un compromis qui
marche pour la chaudière et aussi pour les animaux et faire qu'une taille de copeaux? Là, les animaux se sont adaptés à la chaudière pour le coup. On taille la chaudière, nous, l'optimum, c'est des grilles de 50. Et donc, les poulets se sont adaptés et ils sont contents avec la grille de 50. Sauf pour le démarrage, vraiment au tout démarrage, on complémente avec la sueur, juste pour les 15 premiers jours où ils ont un peu de sueur en plus pour que ce soit plus confort. Mais après, ils s'adaptent très bien. J'ai un peu mentionné précédemment, mais j'avais envie d'avoir un peu plus de détails sur l'entretien du bocage existant, ce que ça représente en termes de tâches, temps de travail et aussi de compétences. Alors sur l'existant, on fait une corvée comme on appelle chez nous. On est donc toujours le trio. On sélectionne un champ et on fait le tour du champ. On se dit, on essaie de fixer sur une année. On va faire ce champ-là et puis après on va essayer de faire une rotation. C'est pareil sur les haies. Ça c'est pour la coupe, vraiment les émondes. Après où on n'est pas bon et là il faudrait vraiment qu'on s'améliore, c'est sur le regarnissage des talus existants. C'est toujours difficile de s'atteler à ces arbres-là, alors qu'on devrait peut-être davantage les entretenir. Et c'est là où il faut de la connaissance. Il faut des agroforestiers qui soient là pour nous accompagner, pour nous dire comment faire, où faire, quand faire. Donc ça, c'est sur vraiment le bocage existant. Sur l'agroforesterie, sur les nouveaux plans, c'est vraiment plaisir du sécateur et c'est tout simple. Et on ne le quantifie pas trop parce qu'on passe à pied et ça fait une promenade le samedi et c'est agréable de le faire. On aime bien ça. Mais en termes d'entretien, quand vous allez, tu as décrit un peu le processus avant, vous allez collecter cette biomasse et la broyer, etc. C'est suffisant pour entretenir, on va dire, les haies au bon rythme, ou est-ce que vous êtes obligé de faire des interventions en plus de taille? Comment est-ce que vous organisez ça un petit peu sur la ferme? Non, on n'a pas besoin d'intervention supplémentaire. On fait notre taille de haie tous les ans. Et après, non, on n'a pas besoin de revenir. On a une rotation. Alors pour l'instant, ça nous permet d'être autonome. Ça fait 20 ans qu'on est autonome sur la chaudière. On fait les rotations par rapport aux haies existantes. Peut-être qu'à un moment donné, on sera obligé d'acheter du bois, je ne sais pas. On a replanté et on parle de replanter quelques parcelles justement pour pouvoir anticiper l'avenir. Mais c'est intéressant parce que ça donne une idée de la quantité d'arbres dont on a besoin dans le paysage pour ce type d'autonomie, quoi. Parce que rien qu'en se baladant ce matin sur ta ferme, c'est déjà plus garni et plus luxuriant que beaucoup de paysages agricoles français. On a quand même des beaux arbres, de grands arbres. Donc rien que le fait que tu sois en train de penser à planter davantage pour pérenniser cette autonomie, je trouve que c'est une belle illustration de combien d'arbres on a besoin dans le paysage si on veut vraiment valoriser cette ressource au maximum, quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Ça donne envie de replanter différemment aussi. On a la chance en 2022, je crois, d'avoir des techniques technologiques, on va dire, et économiques. On voit sur l'intraparcellaire, par exemple, sur les champs ou dans les cultures, on voit que les coûts d'implantation sont de plus en plus élevés. Maintenant, il faut réussir à rationaliser ça. Et l'arbre, il peut être aussi en complément de peut-être recadrer un peu les parcelles cultivables et puis de combler avec des arbres qui va favoriser la biodiversité, les mouvements, les corridors, tout ce qu'on a besoin dans notre nature, quoi. Puisqu'on est sur le thème de ces nouvelles plantations, j'aimerais bien comprendre un peu plus dans le détail quel était votre raisonnement pour amener ces arbres supplémentaires, la manière dont ils sont agencés, le choix des essences. Donc l'autonomie, ça a vraiment été notre point de démarrage et donc on était pauvre en matière organique. Et à la force de discussion, de formation, de réunion, on a vu que l'intérêt du sol, on n'a pas de formation, on n'a pas de formation agricole avec Dimitri. Et on a bien compris que le sol était super important et que si on voulait avoir des cultures qui étaient en forme et productives, il fallait avoir un sol productif. Et petit à petit, l'idée a fait son chemin en se disant que l'arbre peut être un super allié aux cultures, agronomiquement, pour la qualité du sol. Et donc on s'est posé là-dessus et puis après on s'est dit, pour les volailles, c'est quand même pas mal s'ils peuvent avoir quelques fruits. Pour les cochons, les sangliers, ils mangent des châtaignes et des glands dans la nature, donc j'imagine que les cochons peuvent aimer ça aussi. On a essayé de faire des choses pragmatiques et simples en se disant
par rapport à la nature, on peut peut-être le rationaliser en projet plus réfléchi. Et là, nous, on n'avait pas cette compétence-là. Et c'est là où on a fait venir un agroforestier, Stéphane Sachet, qui, lui, c'était son métier de monter des projets d'agroforesterie. Et c'est lui qui a su nous dire les essences d'arbres qu'il fallait. Il nous a coachés dans la mise en œuvre du projet, les alignements d'arbres du nord au sud, avec des techniques bien particulières. En aucun cas, on aurait été capable de le faire tout seul. Et puis on avait, chacun ses connaissances et son boulot, et on lui a fait totalement confiance. Notre cahier des charges, on voulait que ce soit esthétique. Il y avait des essences d'arbres qu'on ne souhaitait pas parce qu'on trouvait que c'était trop compliqué. L'aubépine, qui a énormément de qualité, mais nous, on l'a trouvé super compliqué dans notre façon d'exploiter. Et on lui a dit, on ne souhaite pas d'aubépine. Il a mesuré, il a fait aussi son projet avec ça. Il a fait une étude de sol, il a construit le projet. Et on commence, là, ça fait 4 ans que les arbres sont implantés, les derniers en agroforesterie intraparcellaire. Et ça commence à prendre forme. Comment vous avez réussi à trouver cette expertise? Est-ce que ça a été difficile ou vous êtes passé par un réseau? Donc la rencontre avec Stéphane Sachet s'est faite à la bergerie à Rambouillet sur des techniques de conservation des sols et d'agriculture biologique. Et il a compris notre problématique en disant que la terre, ou la surface, faut qu'elle reste agricole et cultivable, parce qu'on souhaitait toujours notre autonomie en céréales, on voulait pas en faire une forêt. Ça a matché sur la vision de l'agroforesterie ou de la place de l'arbre sur notre ferme. Et puis après, on a vu la FAF, Fabien, où on a pu discuter, et puis le monde amène le monde, ou les réseaux amènent les réseaux, et puis c'est du tissu, c'est du temps passé pour pouvoir s'ouvrir l'esprit. Et c'est ce qu'on arrive à dire souvent, mais le projet de la ferme ici, on ne l'a pas construit tout seul. C'est à force d'échanges, donc du temps de mon père, c'est pareil, c'est les échanges avec beaucoup de gens qui ont fait qu'on a pu aboutir à la concrétisation de projets tels que le photovoltaïque ou la chaudière bois énergie. Là, ce projet d'agroforesterie, on l'a fait parce qu'il y a eu des gens qui ont été capables de nous prouver, de nous motiver à le faire, et puis nous, on avait l'envie et la surface pour le faire. Et c'est les rencontres qui font qu'on arrive à faire des projets et les mettre en place. Mais il faut les mettre en place. Et du coup, pour revenir un peu aux détails des choix qui ont été faits et avec cet accompagnement que vous avez eu, concrètement, ça ressemble à quoi? Quel écartement vous avez entre les lignes? Sur les parcelles, on a du 24 mètres et après on a du bocage. Donc sur la partie fruitière, on est resté sur des alignements en 24 mètres. C'est pas sur la partie volaille. Peut-être, étant donné qu'on fasse de la vente directe, pour X raisons ça ne fonctionne pas ou on doit arrêter, on pourra aussi réutiliser cette surface-là pour remettre des cultures dedans. Là, on a du verger. On l'a mis aussi en place dans l'idée de pouvoir installer quelqu'un peut-être avec nous un jour, donner le pied à l'étrier, de faire de la transformation, telle des compotes ou des choses comme ça. Sur la partie culture, donc bois d'œuvre, on est resté en 24 mètres parce que, ce que je disais, les semoirs sont multiples de 3. On avait la bande de fétuc, pareil, qui fait 1 mètre, tout allait bien. On voulait que ça reste pratique pour les entrepreneurs aussi. S'ils viennent, on n'a pas de matériel de récolte ou d'implantation, donc il ne faut pas que ce soit une galère non plus pour l'entrepreneur, il faut qu'il y trouve son compte et en l'occurrence ça ne les embête pas de venir chez nous parce que ça a été fait par un pro, c'est très rectiligne, ça a été implanté au GPS, donc voilà, c'est pratique. Et après on a une partie bosquet où là on a des fruits à coque pour les cochons, quoi. Et là donc actuellement c'est clôturé, les cochons n'ont pas accès directement. Parce que si on veut avoir des résultats, il va falloir attendre, je pense, une quinzaine ou vingtaine d'années avant de pouvoir les lâcher dans le bois, quoi. Pour revenir un peu à la plantation, donc comment ça s'est déroulé? Alors nous, on est assez impatients de manière générale. On s'est mis autour de la table au mois de mars avec la condition que ce soit planté avant la fin de l'année. Au mois de novembre, tout le monde était dans les starting blocks pour planter. On n'aime pas faire 2 fois la même chose, donc on a mis les moyens. On a fait venir un entrepreneur avec une sous-soleuse. Donc Stéphane était venu implanter les lignes. Après, la première ligne. Après, le GPS fait le reste. Tous les 24 mètres, l'entrepreneur est venu avec la sous-soleuse. On a mis un coup de rota d'1 mètre de large. On a pris une location d'un petit rota de 1 mètre. Stéphane est venu, il avait une planteuse à arbres qui a quand même fait le taf, qui nous a bien aidé. Moi j'avais demandé, on avait demandé un petit peu à des copains, la famille de venir. Stéphane lui avait rameuté 8 personnes le samedi, une journée. Donc ça nous a duré 3 jours. On a commencé le mercredi, le samedi à 18h, on était à l'apéro à dire que tout était planté. Super. Et on voulait pas, c'est ça aussi, dans le début de notre projet,
On voulait pas que ce soit un projet qui s'éternise pendant X mois. On voulait mettre un gros coup de collier, dire en une semaine tout est fait, tout est bâché. Donc on a dû être pendant 3 jours l'équivalent à peu près de 6 personnes à préparer la terre, à mettre planter, mettre les tuteurs, mettre les protections mécaniques, pailler. Donc pailler, on a paillé avec nos plaquettes de bois. Justement, ce paillage en termes de gestion de l'enherbement, vous en êtes content quelques années après ou... Ouais. Alors on a 1000 paquets en se disant on n'est pas à 30 litres près de copeaux par pied. On a mis ce qu'il fallait et en fait on n'en a pas remis depuis. On a fait que tailler les arbres et on n'a pas remis de paillage autour des arbres. Donc ça a été relativement simple. Je crois qu'on avait calculé 2% de perte d'arbres qui ont été renouvelés. Ça n'a pas été contraignant du tout. Pour passer le cap, il faut avoir un minimum d'accompagnement dans l'organisation, de façon à ce que ce soit efficace, que ce ne soit pas contraignant. Ça peut devenir galère si on met trop de temps à le faire. Et vous êtes content avec la croissance des arbres pour le moment ces premières années, ça a bien poussé? Oui, ça pousse très bien. Après, on n'a pas de pression économique derrière. En termes de taille des arbres, une fois qu'ils sont plantés et de suivi les premières années, ça représente quoi comme temps de travail et comme technicité? Donc sur les 12 hectares, pour le moment, en temps, je vois la parcelle en intraparcellaire, là, si une matinée c'est fait, quoi, à une personne. Le deal un petit peu avec Stéphane, avec l'agroforestier, c'était tu viens nous montrer comment est-ce qu'on les coupe, on bosse ensemble, mais tu viens faire un suivi les premières années. Et puis c'est comme tout, quand on aime bien, on apprend plus vite. J'aime bien ça, donc je taille comme bon me semble. Et puis c'est pas, j'ai sûrement à apprendre encore, mais c'est pas trop mal. Donc il est venu une fois nous montrer, et puis on continue comme ça, et ça se fait bien. Donc je sais pas moi, s'il faut une journée pour tout faire, c'est je pense le maximum sur les 12 hectares. Et au fur et à mesure que les arbres vont grandir, est-ce que ça va devenir quelque chose de plus significatif, de bien tailler les arbres pour le bois d'œuvre et tout, ou est-ce qu'au final, une fois que la taille initiale est faite, ça va être plus tranquille? Je sais pas, puisqu'il faut attendre pour avoir les résultats. De ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a dit et de ce que j'entends, il y a la taille de formation qui est primordiale les 5-6 premières années. Et puis après, voilà, c'est de l'entretien, de la routine un petit peu. Donc on est vigilant tous les ans à essayer de donner la forme de l'arbre. De toute façon, on verra les résultats. On l'a fait, là ça fait donc 4 ans, ils sont plantés, mais on commencera à voir les bénéfices, je pense, dans quelques années. Oui. Mais je suis curieux quand même d'avoir un premier retour d'expérience sur ces plantations intraparcellaires. Les bénéfices, on les a peut-être pas encore, mais tu peux déjà voir comment ça peut modifier la façon de travailler, ou le mouvement des machines, ou la gestion de l'enherbement sur le rang. Enfin, qu'est-ce que tu en penses pour le moment? On l'a conçu pour pas que ce soit une contrainte. Donc sur les machines, ça n'a aucune contrainte. Que ce soit pour la récolte, pour les semis, ça se fait bien. Sur la biodiversité quand même, on voit qu'il y a plus de rapaces qu'avant. Donc on a remis des perchoirs parce qu'ils avaient tendance à se poser sur les tuteurs. Donc on dirait qu'il y a plus de rapaces. Sur la partie enherbement, donc nous actuellement, entre les arbres, on avait implanté de la fétuque. Il faut qu'on fasse davantage. On a mis de la fétuque pour le moment sur l'entretien. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin en mettant de la consoude, des plants de mellifères entre les arbres de façon à entretenir et que ce soit plus facile, quoi. Donc il faudrait quasiment le faire d'emblée, dès la plantation, essayer de remettre des plants de mellifères entre les arbres, mais pas contraignant, pas très cher, quoi. Le problème d'un projet agroforestier, ça peut vite monter en coût, alors qu'un plant de consoude, on peut le démultiplier. Ça fait une masse verte où les plantes indésirables ne viennent pas, et ça comble bien un trou, et ça coûte pas très cher à faire. Ouais. Du coup, tu parlais du coût, et ça nous amène un peu à la question du financement. Comment ça s'est passé? On rentrait pas dans les cases de chez nous, Braise Bocage, donc il y avait des financements en bocage, en création de bocage, mais l'intraparcellaire ne rentrait pas encore dans le cadre des aides. Nous, on venait de s'installer, donc c'est pareil, en trésorerie, elle n'était pas extensible et on ne voulait pas non plus mettre une balle dans le pied en faisant un projet comme ça. Mais on avait envie quand même de planter, quoi. Et donc, en rencontrant Stéphane Sachet, il s'installait aussi en tant qu'agroforestier. Il fallait qu'il trouve de l'argent pour pouvoir faire ça. Et donc, on a répondu à un appel à projet avec Pure Project, et c'est comme ça qu'on a pu faire nos arbres.
planter nos arbres parce qu'ils ont financé la partie matérielle. C'était à peu près 8 500 €. Et après, la main-d'œuvre, bien sûr, c'était nous, quoi. D'accord. On a eu la chance, on avait déjà des copeaux de bois en paillage. L'investissement vaut le coup, je pense. On n'a pas lésiné sur le matériel. Les protections des arbres, c'était des protections qui étaient assez coûteuses. Les tuteurs, c'est pareil. Mais on n'a rien fait on n'a pas eu besoin de revenir dessus. Ouais. Et au final, ils ont fait le boulot. Vous n'avez pas eu trop de dégâts liés au gibier ou pour les protections. Non, parce que les protections étaient efficaces, quoi. Ouais. Et je pense que en mettant le prix un petit peu dès le départ, on a eu 2% de perte, mais on a fait quelque chose dont on n'avait pas besoin de revenir tout le temps à rafistoler ou qu'on peut laisser. La qualité de plan, c'est pareil, elle était là. Stéphane a trouvé le bon pépiniériste qui a donné des bons plans, qui étaient peut-être un peu plus chers que la moyenne. Mais voilà, on a eu de la réussite et puis des plans qui ont démarré tout de suite. Et après, dans le positionnement des arbres fruitiers, vous l'avez quand même réfléchi en termes de récolte. Est-ce que c'est sur des arbres francs? Est-ce que c'est du bastige? Du haut de tige. Ouais. On voulait pas de pommiers parce qu'on pensait qu'il y avait assez de pommiers dans le coin. On n'a pas pensé à la récolte forcément parce que on n'a pas vocation à en faire vraiment un outil de production pur. Donc c'est pas ça qui nous a donné envie de planter en tout cas. Donc ce qui vous a vraiment donné envie de planter, c'était plutôt les bénéfices que vous espérez sur le sol, sur la vie du sol et la qualité du sol. La qualité du sol, la diversité dans l'alimentation des animaux, fruits à coque ou les fruitiers pour les volailles. Le fait de planter, l'esthétisme aussi, penser à demain. Ramener aussi des nouvelles méthodes de plantation, parce que les haies bocagères, on faisait des haies partout, des haies, ce qui est très bien. Mais il y avait aussi peut-être, ça freinait de mettre l'arbre au milieu de la parcelle. Et là, l'intraparcellaire, ça a été aussi une technique qui nous pousse à réfléchir différemment pour faire d'autres projets d'agroforesterie autour des champs. Je disais tout à l'heure, pour rationaliser un petit peu l'implantation ou les semis, peut-être qu'il y a d'autres techniques demain qui vont arriver où l'arbre a tout son intérêt, mais implanté différemment et planté différemment. On a beaucoup parlé de la plantation de l'intraparcellaire, mais vous avez aussi planté des nouveaux linéaires de haies, non? Ouais, alors nous, on n'a pas fait beaucoup quand même en linéaire de haies. C'était plutôt la génération d'avant, donc la génération de mon père, où eux, ils ont créé de la haie. Ils ont recréé des haies qui avaient été détruites et ils ont fait un joli boulot de plantation de haies. Et nous, on fait qu'entretenir et il faudrait sûrement en refaire davantage. Ce sera dans des projets à venir. Mais le maillage existant, en tout cas, était suffisant pour pas que ce soit une priorité, quoi. Sur l'exploitation, oui, tout à fait. Sur l'exploitation, oui, le maillage existant est déjà intéressant. Maintenant, notre boulot, c'est de l'entretenir. Donc le regarnissage est important. La taille de vieux arbres. Donc je pense qu'il y a eu une génération qui a oublié un petit peu l'arbre tétard. Maintenant, c'est des techniques où on n'a plus l'habitude de le faire. Donc il faut qu'on arrive à remettre ça dans notre système d'entretien des haies, quoi. Ouais. Mais bon, déjà vous avez accompli quelque chose qui n'est pas la norme, qui est que déjà il y a un débouché, il y a une vraie valorisation de l'arbre et de ce travail-là, parce que c'est un petit peu l'enjeu auquel on fait face aujourd'hui. On plante beaucoup de haies, mais derrière, si on n'a pas les filières ou les projets collectifs pour aussi, ne serait-ce que payer son temps de travail dans l'entretien, puisque ça a l'air d'être quand même du boulot, c'est encore plus dur de mettre en place, quoi. Donc vous avez déjà cette étape-là de prête, et maintenant il reste à reconnecter avec les savoir-faire. Je suis totalement convaincu, et puis ça peut ouvrir sur beaucoup de choses, même sur de la création d'emplois, à l'échelle d'un territoire en tout cas. On a besoin de l'arbre, mais on a besoin de la valorisation. Le bien commun de l'arbre, qu'elle soit en carbone, en biodiversité, juste aussi en esthétisme sur un territoire, on peut continuer à le développer si on en voit un bénéfice et si chacun en voit un bénéfice, aussi bien le citoyen qui habite à côté de chez l'agriculteur qui plante et l'agriculteur qu'il ait un bénéfice aussi écologique mais économique. Et le fait d'avoir des projets de territoire sur le territoire où on en voit directement le bénéfice, je pense que ça peut réellement inciter à planter s'il y a une filière locale de monter. La filière locale, elle est assez facile et assez simple à mettre en place.
il faut la volonté de le faire. Et un agriculteur, il va, comme tout le monde, de manière pragmatique, si on voit l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on plante de l'arbre, la biodiversité, on va mettre longtemps avant d'en percevoir le bénéfice. Si on chauffe nos voisins grâce à nos arbres, c'est gratifiant pour tout le monde. Et peut-être qu'il y a une compréhension entre le citoyen chauffé par l'arbre du voisin et puis l'arbre du voisin par le citoyen. Des points de connexion qui peuvent être faits assez rapidement si on voit des projets locaux et du coup moins onéreux quand c'est des petits projets, plein de petits projets, c'est moins onéreux pour tout le monde. Mais du coup, ici, il y a ce projet qui est franchement réussi et très inspirant. Est-ce que justement, dans le territoire, il y a d'autres initiatives qui se sont développées autour de la valorisation de la haie pour l'énergie, par exemple? Ou comment est-ce que parce qu'on voit ici beaucoup de linéaires de bocage, et je me demande, est-ce que beaucoup de gens arrivent à les valoriser comme ça localement? Ou comment est-ce que c'est géré? Il y a des chaudières, on a quand même sur le territoire, on a quand même pas mal de chaudières, on a des chaudières bois énergie. La collectivité a mis en place des chaudières bois énergie. Donc oui, il y a du bois d'utiliser localement. Sûrement pas assez, sûrement on peut faire mieux. Je sais pas exactement la proportion des autres agriculteurs, ce qui part en broyage. Je pense qu'elle est assez faible quand même de manière générale. Mais ça, faudrait peut-être mieux que j'en parle avec ton père, parce que je sais que c'est lui qui était très impliqué au début dans le montage de ce projet de chaudière. Mais tout ça, ça part d'une volonté politique d'élus, ou est-ce que c'est vraiment plutôt l'initiative de paysans du terrain qui vont se bouger pour que ça marche? Sur le village, c'est clair, c'est la volonté d'une personne et de mon père, avec ce que je disais, avec des gens autour, des rencontres qu'on dit c'était possible et puis qui ont aidé à monter les projets. Oui, sur la partie collective, c'est pareil, c'est des élus qui étaient motivés, qui y croyaient, quoi. Mais les élus, ils sont motivés s'il y a des citoyens motivés. C'est vraiment du collectif aussi. C'est du collectif qui fait monter les projets. Les projets simples, on peut les mettre en œuvre, et de l'instant où on voit que c'est possible, on arrive à les faire et les dupliquer. Mon ressenti, quand on part sur des gros projets, on se pose beaucoup de questions, ça coûte énormément d'argent pour un projet qui met super longtemps à aboutir, quoi. Et on peut réussir aussi à faire des petits projets à échelle locale, parce que les petits projets, ils sont forcément locaux, palpables de tous, et ça donne envie de faire plus gros et de faire peut-être d'agrandir. Mais quand directement on fait des gros projets, quelqu'un qui veut faire ça à échelle individuelle, il dit c'est super compliqué, c'est fait que pour les gros, et ça fait peur à tout le monde, quoi. Alors qu'on peut s'essayer à des petits projets qui sont duplicables, et puis après la connaissance fait que ça agrandit. Mais c'est vrai pour les chaudières, c'est fait pour plein de choses. En agroforesterie, quand on commence sur 6 hectares, 4, 5, 6 hectares, c'est pas petit, mais c'est pas très gros non plus. Et puis peut-être que ça peut donner à faire 25 hectares après. Et puis faut faire des projets à taille humaine, je crois, à taille du territoire où on est, quoi. Et tu as l'air de dire qu'en fait, il faut juste la volonté, mais ça veut dire que pour toi aujourd'hui, au niveau du cadre réglementaire, au niveau de tout ce qui va, on va dire, au-delà du territoire, les choses sont en place. Ce qui est le plus difficile quelque part, c'est de mettre les bonnes personnes autour de la table et de fédérer autour d'un projet collectif et de créer cette vision commune. C'est peut-être ça la précondition principale aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il faut avoir les bonnes personnes au bon endroit. Et si les gens se retrouvent sur un projet commun, on arrive à faire bouger les lignes. Une norme, elle est faite pour être bougée et pour être borderline, on va dire, pour faire avancer les choses. Donc, faut être dans la réglementation parce qu'on n'a pas le choix et heureusement il y a une règle. Maintenant, quand on est autour de la table à expliquer pourquoi est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on veut le faire, on arrive toujours à trouver des compromis qui font que les projets, ça passe, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu vois, toi, comme condition pour que la vision et le projet que vous avez mené ici puissent être essaimés sur le territoire? Enfin, quels sont un peu les blocages et quelles sont les avenues de progression, quoi, pour qu'il n'y ait plus une ferme comme ça, mais des centaines, voire des milliers? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plein d'axes. Il y a l'axe du changement climatique. Je pense qu'on va pas avoir le choix
de modifier nos pratiques et de réintroduire l'arbre dans notre façon de vivre et de cultiver, de produire. Je pense que ça, c'est une façon. Plus donner l'envie de le faire, c'est d'avoir une filière effectivement locale de valorisation réelle. Ça, je pense que c'est un des axes premiers. La volonté de faire chez soi, elle passe par des projets qui sont concrets et on peut philosopher sur plein de façons, plein de méthodes de faire. Tant qu'on ne le fait pas, on ne sait pas. Quand on a monté le projet, on s'est dit une tronçonneuse, en 10 minutes, l'arbre il est tombé, on prend une pelle, ce sera dessouché en un quart d'heure. Tant qu'on n'a pas planté, on ne sait pas. Et l'intraparcellaire, on s'est dit, on le fait. Si dans 15 ans, c'est hyper contraignant, on ne peut plus en faire, ça devient ingérable, et on coupera. Mais on aura essayé, on aura testé, on aura produit du bois quand même. J'ai pas envie de me freiner à avoir tous les points négatifs ou positifs. Tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas, donc faut faire. Et pour répondre un peu à la partie formation, c'est bien de former, il faut former parce qu'on va avoir besoin de formateurs, mais avant de former, il faut des projets qui soient concrets, des arbres plantés, et à partir de là, on pourra former, quoi. Mais tant qu'on n'a pas la matière, le support, faut donner envie, il faut impulser la façon, le faire, et après, on gestionnera. Et quelles sont les perspectives pour la ferme alors ? À la fois la ferme sur la ferme, mais aussi le rôle de la ferme dans le territoire. Comment tu vois les choses pour les prochaines années ? Nous, sur la ferme, ce qu'on aimerait, c'est refaire des projets agroforestiers en intégrant les zones humides, en intégrant la biodiversité, en intégrant le tourisme, en intégrant le paysage, nos envies, plutôt vraiment à l'échelle de la ferme, et en ayant un rétro-planning sur 20 ans, en se projetant des rétrofits de temps en temps, en se disant au bout de 5 ans on a réussi à faire ça a fonctionné ou pas, et je pense que notre volonté elle est là, de pouvoir passer du bon temps dans un lieu qui soit agréable pour tout le monde, pour nous déjà parce qu'on y vit, mais qu'elle soit agréable pour d'autres qui puissent passer du temps. On apprécie en passant du temps en général et en connaissant les gens ou le coin. Donc nous, on a envie que les gens ils viennent découvrir notre centre Bretagne. Et, vraiment passer du bon temps, quoi. Et sur le territoire, on est inséré avec la vente directe, on touche quand même au local. On a un petit bourg ou des petits bourgs qui sont à côté. On commercialise avec eux. C'est le tissu social, quoi. Et on s'aperçoit que quand même on a des gens de l'extérieur qui viennent ou qui ont envie de s'arrêter. Donc ça fait plaisir aussi de se dire que vous venez jusque chez nous grâce à l'agroforesterie. C'est des projets qui ont été faits déjà il y a quelques années, mais qui sont peu communs. Donc ça attire le monde et puis ça permet de créer des liens et puis de porter sur d'autres projets demain. Après, est-ce qu'il y a des perspectives spécifiques sur d'autres projets agroforestiers ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu ferais peut-être différemment sur les choix d'agencement ou d'essence ? Sur les choix d'essence, on verra par la suite. Il y a l'histoire de la bande enherbée, là où je pense qu'on a été, on n'a pas assez bossé là-dessus et il faudra vraiment le faire dès le début, mettre des fleurs, des arbres, des plantes mellifères. Sur les projets à venir, on s'est posé la question, on voulait faire le double, on voulait en faire encore 12 hectares. Et on s'est dit, est-ce que dans 20 ans, on a envie d'avoir des alignements d'arbres dans toutes nos parcelles, quoi. Plus ça va avec le temps, plus on se dit peut-être qu'on peut faire l'agroforesterie différemment. Et donc nos futurs projets, ça va être de recadrer des parcelles bien rectangulaires, de façon à ce qu'on soit optimisé avec le matériel, et refaire des petits bosquets, faire des talus au bon endroit, quoi. Ça va être ça, sur l'agroforesterie, ça va être ça notre projet. D'accord. Notre prochain projet. Refaire des sentiers de randonnée qui soient intégrés sur la ferme, qui restent pratiques pour nous, qui ne viennent pas casser une parcelle, mais où les gens puissent se promener, avoir des connexions sur des sentiers de randonnée. On a la forêt de l'Oudéac qui est pas loin, on a Bel Air qui est pas loin. Passer du temps, on voit que le cyclo est de plus en plus présent partout, et c'est aussi ouvrir un petit peu sur le mode de vie peut-être de demain
où on aura du passage en cyclo. Mais du coup, ça veut dire que vous repartez un petit peu vers l'idée de la haie comme outil pour rediviser, pour délimiter. En fait, vous repartez là-dessus plutôt que de se dire de l'intraparcellaire, quoi. C'est intéressant. Oui. Ouais. Je pense qu'il y a des parcelles où il y aura encore de l'intraparcellaire, où il faut en remettre. Il y a des parcelles où c'est des petites parcelles, je ne sais pas si c'est très judicieux. On partirait plutôt en verger. L'idée, c'est ça, mais là, on a besoin d'être aidé et accompagné vraiment par des scientifiques avec des moyens, et ça demande des moyens. Vraiment une réflexion sur les 65 hectares, sur l'instant T, où on veut aller avec les contraintes et la vie déjà en place sur place, quoi. Et je pense que là, c'est un boulot là, de scientifique où on a besoin d'eux pour mettre ça, et puis après, financière, où on aura besoin d'avoir des appuis financiers à côté. Merci Ronan, merci pour cet entretien et merci pour cet exemple vraiment inspirant de démarche à la fois agricole et territoriale. Eh ben, merci à vous d'être venu au Bigna découvrir la ferme, découvrir notre territoire. Et puis à bientôt. Cet épisode de Cambium est déjà terminé, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforesterie.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite de notre aventure. À bientôt !